Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Les titres de Sud Soir, c'est dans un court instant. Le mouvement d'humeur des syndicats d'enseignants suivi à la lettre à Rufisque, les enseignants réclament leurs indemnités alors que chez les parents d'élèves, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé. Ils ont des craintes par rapport au quantum horaire, mouvement de grève dans l'espace scolaire au moment où le protocole sanitaire n'est pas du tout respecté à la lettre dans beaucoup d'établissements scolaires. Constat amer donc du CUSEMS qui avait en son temps tiré la sonnette d'alarme, rappelle son secrétaire général Abdoulaye Ndoye. La Covid-19 poursuit sa progression dans notre pays. 71 nouveaux malades recensés ce lundi, 21 cas graves en réanimation et 636 patients sous traitement dans les centres de traitement d'épidémie. 80% des travaux d'infrastructure ont été réalisés à Yoff dans le cadre du programme Promoville, assurance du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Sam Ndiobenka déplore par ailleurs les retards relevés dans la livraison de ces infrastructures et presse les entreprises en charge du projet à accélérer la cadence. Sur l'international, un ministère en charge de la réconciliation, l'idée est donc engagée par Alassane Dramane Ouattara, nouvellement installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Il invite par ailleurs la classe politique ivoirienne à œuvrer pour la décrispation du climat délétère au pays de Nana Houphouët-Boigny. Info Éco complète cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. À Rufisque, le mot d'ordre de grève a bien été suivi par les enseignants. Ces enseignants exigent du gouvernement le paiement intégral de toutes les indemnités qui devaient être payées au plus tard le 30 novembre dernier dans les meilleurs délais pour éviter un deuxième plan d'action. L'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal craint un non-respect du quantum horaire. Denisia Sambo. Débrayage ce lundi, grève totale demain mardi. Le mot d'ordre des syndicats d'enseignants a bien été suivi dans le département de Rufisque. Maodo Ndiaye, secrétaire général du CMCI à Rufisque. Nous constatons que les collègues ont suivi effectivement le mot d'ordre. Il y a beaucoup de collègues qui se sont solidarisés avec les enseignants pour le paiement intégral de toutes les indemnités liées aux examens du BFM et du bac. Nous avons jugé utile d'alerter le gouvernement parce qu'il y avait un protocole d'accord signé depuis 2018 et qui disait que les indemnités liées au bac et au BFM devaient être payées au plus tard le 30 novembre de chaque année. Malheureusement, cette année, à notre grande surprise, on a constaté que le paiement n'est pas effectif pour tous les enseignants. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur copie. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur déplacement. 2 jours de grève pour pousser le gouvernement à réagir. Au niveau de Dakar, nous avons jugé utile de faire ce mouvement d'humeur pour alerter les autorités, pour que, effectivement, cette question soit dépassée dans les meilleurs délais. Parce que nous avons essayé d'appeler les autorités académiques, nous avons appelé le Trésor, mais il n'y a pas eu de réponse claire sur les délais de paiement de ces indemnités. L'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal, quant à elle, nourrit des craintes par rapport au respect du quantum horaire. Mamoun Ndiaye, secrétaire général adjoint de l'Union. La semaine passée, il y a eu 2 jours de débrayage des professeurs. Aujourd'hui aussi, ce lundi, il y a un débrayage. Je pense que demain, mardi, ce sera une grève totale. Et je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est du sérieux. Parce que est-ce que les inscriptions au bac ont été déjà payées? Je pense que l'argent doit être là, à leur disposition. Le Covid qui était passé par là, les élèves n'ont pas respecté le quantum horaire. Voilà ce qui est déplorable par rapport au quantum scolaire. 2 jours de grève pour alerter les autorités avant qu'un deuxième plan d'action ne soit décrété. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambo, l'espace scolaire qui est entre le marteau des grèves et l'enclume de la deuxième vague de la pandémie. Ces enseignants, vous l'avez dit, sont en mouvement pour le paiement des indemnités liées aux examens au moment où le protocole sanitaire n'est pas respecté. Le CUSEMS avait déjà adressé une lettre d'alerte au gouvernement, selon son secrétaire général Abdoulaye Ndoye avec Adjaratou Issagna. Le CUSEMS a alerté. La preuve, nous avons adressé une lettre d'alerte au secrétariat général du gouvernement et au ministère en charge de l'éducation. Je veux parler du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, le ministère de la fonction publique, des finances et de l'urbanisme, pour leur dire que si les
accords qui sont consignés dans le protocole ne sont pas respectés, on va vers des perturbations. Parce que les enseignants ont consenti d'énormes sacrifices. Ils ont accepté en période de pandémie de se sacrifier, d'aller dans les coins les plus reculés pour dispenser des enseignements apprentissage. Ils ont accepté d'aller évaluer dans des écoles inondées, des classes inondées dans des conditions difficiles. Ils sont victimes de stigmatisation, ils ont chopé le virus. Donc ce que nous attendons du gouvernement, c'est le respect des accords. C'est la condition sine qua non pour un système éducatif apaisé et stable. Aujourd'hui, il y a des perturbations et c'est dommage, à la limite, c'est triste. Parce que pour des indemnités, c'est des frais de mission, des frais de déplacement. Et c'est pourquoi, à travers le Sénégal, partout, le CUSEMS a lancé des mots d'ordre au niveau départemental pour exiger le paiement intégral sans délai de toutes les indemnités relatives aux examens du bac, du BFM, du CEF, de l'entrée en sixième, le paiement des surveillances, les présidents de jury. Maintenant, l'autre aspect, c'est la question sanitaire. Là, nous avons dit qu'il faut respecter le protocole sanitaire. Malheureusement, le constat est là. Vous allez dans les établissements scolaires, les mesures édictées, mais ne sont pas respectées. Parce qu'on a dit dotation de 3 masques lavables pour chaque élève, enseignant, personnel administratif, technicien de surface. Il y a aussi définition d'un circuit d'entrée et de sortie en prenant en charge la distanciation physique, c'est pas respecté. Mise en place de dispositifs de lavage des mains dans beaucoup d'établissements, ça n'existe pas. Les classes doivent être nettoyées systématiquement d'un chiffon imbibé de solution chlorée, mais c'est pas fait. Donc, cela veut dire que le protocole n'est pas respecté. Et si le protocole n'est pas respecté, la faute incombe entièrement à l'autorité. C'était le secrétaire général du CUSEMS Abdoulaye Ndoye. Donc, dans le secteur public, l'inquiétude gagne du terrain avec le non-respect du protocole sanitaire. Tel n'est pas le cas dans le privé où toutes les mesures sont prises pour briser la chaîne de la propagation. Assurance de la secrétaire générale du syndicat national des écoles privées catholiques qui relève une source d'inquiétude, les transports en commun. Elle se nomme Yvette Keita Diop et elle est avec Adjaratou Issagnon. Même s'il y a des inquiétudes, je ne dirais pas outre mesure. Parce que des dispositions avaient été prises depuis l'ouverture le 12 novembre. Et dans notre milieu, on ne fera que renforcer la vigilance aux portes des écoles par rapport aux vendeuses externes, s'il peut y en avoir, et renforcer la surveillance des enseignants, la surveillance aussi au niveau de la cour, dans les classes et partout, par rapport aux élèves qui viennent, s'ils ont leur masque ou pas. Parce que les élèves ont leur masque, les élèves viennent avec leur masque et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tous les élèves viennent avec leur masque, on y veille. Et au niveau des transports aussi, il y a une grande surveillance. Bon, ce qui pourrait créer une inquiétude, ce sont les élèves qui prennent les bus pour rentrer chez eux et revenir. C'est ça qui pourrait créer les inquiétudes. C'est ça qui pourrait créer les inquiétudes. Mais là, on y veille et on prie le bon Dieu qu'il nous aide à nous en sortir. Mais quant aux toilettes, les salles de classe, les toilettages sont faits. Les gardiens, les ménagères font les salles de classe chaque jour à la descente et les toilettes sont nettoyées. Les cours d'école sont nettoyés régulièrement. Chaque jour. Bon, c'est dur, c'est difficile, mais c'est une situation. Il faudrait qu'on se batte pour être à la mesure de ce que nous voulons avoir. Donc voilà, c'est ce que nous faisons. Et nous y veillons, c'est très dur parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention, mais c'est les circonstances qui le demandent. C'était Yvette Keita Diop, la secrétaire générale du syndicat national des écoles privées catholiques, qui nous parlait donc des mesures prises dans le privé pour lutter contre la Covid-19. Nous restons avec cette pandémie à Hassan Thioune pour parler de l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant le rassemblement dans les salles de spectacle et autres. Cette décision est mal accueillie à Mbour. Moustapha Sall.
Ils sont nombreux à mettre en place un collectif, acteurs culturels, gérants de salles de spectacle, discothèques, mbalaxman, musiciens entre autres. Ils s'insurgent contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant des rassemblements dans leur lieu de travail. David Diamé bopp ñu gën ma xam ci Mr Dev nekk artiste activiste dëkk fii Mbour tey dañ fi dajaloo ñun en tant que artiste. Nous sommes des artistes et on ne vit que de notre métier. Et aujourd'hui, avec ce décret, on est vraiment contre, on est très remonté. Et le ministre nous empêche donc de travailler. nañ mën a jafandu ba nga xam ne dinañ mën a dund suñu aar boobaa day xaw a métti fii nga xam ne mooy Petite Côte bi jeunes yëpp dem nañ presque ci gaal gi yu ci bëri dee nañ ci donc lu leen ko yóbbee leen la rek parce que ñàkk liggéey amuñu liggéey. Très remonté, il voit de l'incohérence dans cette décision. Parce que am na yenn regroupement yenn rassemblement yoo xam ne mu ngi am ñu ci dëgg seen tànk. Il y a beaucoup de rassemblements dans ce pays, des milliers de personnes donc se mobilisent tous les jours et les autorités ne disent rien du tout. Par exemple, dans les écoles, dans les marchés et dans les transports, entre autres, il n'y a que des rassemblements. Donc il y a une incohérence notoire dans cette décision. Le collectif propose de respecter les mesures barrières pour permettre à ses membres de continuer leur gagne-pain. Les artistes sont des soutiens de famille et aujourd'hui on risque de vivre encore dans la dèche. On est donc des responsables. Il faut que ces autorités-là sachent que nous sommes des responsables, capables de faire respecter les mesures barrières dans nos lieux de travail. Donc on est des responsables. Il faut aussi ñu bàyyi xel ci côté boobu noonu. Ces acteurs qui vivent toujours les impacts du Covid-19 demandent aux autorités de revenir sur cette décision. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Moustapha Sall, restons avec ces mesures prises par les autorités pour lutter contre la Covid-19. La police et la gendarmerie ont reçu instruction d'appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures. Pour le sociologue Souleymane Lo, ces Sénégalais estiment qu'il y a 2 poids 2 mesures dans les prises de décision et c'est ce qui explique leur frustration. Docteur Souleymane Lo, son explique au micro de Mame Diarra Da Silva. Évidemment, il faut d'abord juste noter l'absence d'équité donc dans le traitement en tout cas donc dans la prise des décisions concernant les interdictions portant donc sur la Covid-19. Simplement parce que cette absence donc d'équité montre qu'il y a un problème donc de traitement, en tout cas un traitement qui devrait être partout donc unanime, qui permettrait donc à chacun selon ce qui lui en tout cas revient de droit, selon son mérite, d'être traité donc de la même manière. C'est ce qui n'a pas été évidemment observé parce que simplement quand on prend les événements précédents concernant le Magal ou le Gamou, où évidemment la Covid donc battait son plein, il a été constaté que l'État n'avait pas donc observé, n'avait pas en tout cas durci donc les interdictions et avait autorisé que ces rassemblements aient lieu. Aujourd'hui, quand on est pratiquement dans un mois qui s'appelle donc mois de décembre où il y a la fête donc de Noël qui se prépare et que la Covid semble être encore donc à sa seconde phase, l'État durcit encore donc les mesures interdisant tout rassemblement, interdisant donc la tenue donc de ces fêtes. Évidemment, pour une communauté quelconque, particulièrement la communauté donc chrétienne, cela crée donc un sentiment de frustration parce que simplement on ne se sent pas de la même manière traité donc avec des. C'est cela qui aujourd'hui entraîne cette situation donc de frustration auprès donc de bon nombre de citoyens et qui sont par ricochet donc des religions. C'était le sociologue Dr Souleymane Lo qui analysait les frustrations des Sénégalais nées des nouvelles mesures prises par les autorités pour stopper net la pandémie. Et parlons des dégâts collatéraux de la recrudescence de la Covid-19. Les prix de vente des masques chirurgicaux sont revus à la hausse. Constat dans ce reportage de Khadisen. Et c'est reparti. Le prix des masques de protection commence à grimper à cause de l'augmentation des cas de Covid-19. 150. Et pourquoi? Parce que le prix est monté maintenant. 150.
Les prix de vente diffèrent selon le prix d'achat chez les grossistes qui ont augmenté le prix du paquet selon ces détaillants. Le paquet 50 ça coûte 3500 actuellement. Avant c'est 2000 francs. Parce que ça, à cause de la corona, on dit les maladies ont augmenté, c'est pour cela. Certains clients sont encore réticents, estiment ces vendeurs trouvés devant le collège Sacré-Cœur. Ils sont même obligés de revenir au prix normal. D'autres consommateurs qui n'ont pas le choix et se trouvant dans les bus sont obligés de l'acheter à 150 ou 200 francs par peur d'être sanctionnés. Khady Sène, ce reportage donc concernant la hausse du prix des masques chirurgicaux. Qu'en est-il de la situation réelle de la Covid-19 ce 14 décembre? 21 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 71 nouvelles contaminations signalées. La situation du jour, c'est avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Il est le directeur de la prévention. Sur 1122 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,33%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 32 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons recensé 39 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 6 cas à Fatick, 3 à Richard Toll, 2 aux Almadies, à Keur Massar, Liberté 6, Mbour, Ouakam, Sacré-Cœur 3 et Yoff. 1 cas à Cambérène, Cité Fadia, Cité Keur Gorgui, Diourbel, Fann Résidence, Grand Médine, Kaolack, Liberté 1, Mbacké, Mbao, Mermoz, Nord Foire, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Pikine et Tamba. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 13 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 146 cas ont été déclarés positifs, dont 16 159 guéris, 350 décédés et donc 636 patients sous traitement. Sud FM. Parlons à présent du programme Promoville, les travaux d'infrastructure réalisés à plus de 80% dans la commune de Yoff. L'objectif est de réaliser plus d'1 kilomètre 200 de voirie ainsi que l'éclairage et l'assainissement face au retard noté dans la livraison des infrastructures. Le ministre indexe les entreprises en charge du projet mais promet des changements pour y remédier afin d'améliorer la mobilité urbaine. Sam Ndiobenka, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, réagit au micro de Josette Kali. Pour ce qui est du département de Dakar, il a été quand même convenu de mettre en place des voiries pour un linéaire de 20 km dans tout le département. Et concernant la commune de Yoff de façon particulière, il a été initialement retenu de mettre en place des voiries pour un linéaire de 500 mètres. Mais finalement, nous sommes allés au-delà. Nous sommes aujourd'hui à 1 km 200. Donc en termes d'objectif, c'est un objectif largement atteint. En termes de consistance de travaux aussi, il faut le dire, ce qui a été initialement retenu, c'est de mettre en place 4 axes et 5 bretelles. Si c'est 4 axes qu'il faudrait noter, les 3 axes ont été réalisés, seulement qu'il reste encore quelques travaux à faire, surtout en termes de trottoirs, mais aussi d'électrification. Pour ce qui est des bretelles, c'est une réalisation à 100% et nous espérons très prochainement tout ce qui est électrification suivra. Ces travaux ont permis quand même un petit peu de soulager les populations, surtout en termes d'inondation. De par le passé, il y a des points bas qui existaient au niveau de Yoff et des postures quand même qui étaient tellement difficiles pour les populations. Cette année précédente d'hivernage, ça a été un test pour le ministère, mais aussi de constater, de viser surtout l'intérêt de ces réalisations pour le bonheur des populations de Yoff. Ce que je voudrais juste noter par rapport à certaines lenteurs, surtout au niveau de la zone Ouest Foire, ça c'est surtout des défaillances quand même liées aux entreprises. Parce que comme vous le savez, à ce niveau aussi, toutes les dispositions financières étaient prises par l'État du Sénégal pour relancer un tout petit peu les travaux. Mais tant entendu que l'entreprise adjudicataire à un certain moment était défaillante, il a fallu à notre niveau quand même voir les voies et moyens de résilier le contrat et aussi de convoquer une autre entreprise pour continuer les travaux. Mais tout ce que je puis vous dire et vous confirmer tout de suite est que nous prendrons quand même toutes les dispositions idoines pour que les travaux puissent se faire d'ici l'hivernage prochain pour le bonheur des populations.
C'était le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka, qui revenait sur les travaux d'infrastructure qui sont réalisés à plus de 80% dans la commune de Yoff. L'arrestation d'Assane Diouf est un kidnapping, intime conviction de Tchad du mouvement Y en a marre. Il exige le jugement immédiat de ce dernier. Tchad de Y en a marre a fait face à la presse lundi au siège de Frappe France Dégage en présence des membres de la famille d'Assane Diouf. Tchad réagit au micro de Odile Minkilan. Nous pensons que c'est trop. Pour simple injure, un individu ne peut pas aller en instruction. Nous pensons que c'est un flagrant délit et Assane devrait être jugé en flagrant délit. Donc, pour avoir proféré des injures, il est inadmissible que quelqu'un puisse passer 6 mois en prison. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas le comprendre. Donc, nous pensons que Assane est retenu en otage. Il a été kidnappé par ce pouvoir, retenu par cette justice qui ne sert absolument à rien du tout. Et ce prétexte d'Assane nous permet aussi de parler des autres libertés qui sont privées aujourd'hui des Sénégalais. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'heure est grave. Dans ce pays, personne n'a droit à la parole. Les gens sont arrêtés de tout, à tout bout de champ. Macky est en train de dégringoler notre démocratie. Et c'est un constat. Il est en train de vouloir nous ramener à ce qu'on appelle le parti unique, en faisant des deals politiques entre des politiciens véreux. Entre eux, ils bouffent dans le dos des populations. Et aussi, vous nous versez dans la clandestinité. Et nous l'accepterons ça. Nous allons continuer à nous mobiliser, nous allons continuer à dire ce que nous avons dit. Nous allons continuer à protester, à porter la parole des sans-voix. Et ça, le prétexte de Assane et les autres activistes qui ont été arrêtés nous permet aujourd'hui de demander aux Sénégalais de rester vigilants, de rester alertes, d'être prudents, de savoir qu'aujourd'hui c'est Assane. Ce serait peut-être le tour de quelqu'un d'autre, vous-même. Donc tout le monde est en danger à cause de cette justice qui est utilisée par cet État comme ils le veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent, sur qui ils le veulent. Nous ne cautionnons pas les injures. Nous ne sommes pas d'accord avec les injures. Maintenant, aujourd'hui, Macky a créé un nouvel emploi au Sénégal qui s'appelle l'insulte agréée. Tu insultes, tu es au pouvoir, on te... Sud International. Sud International que nous démarrons avec la Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara qui investit ce lundi après son élection le 31 octobre dernier. Il envisage la création d'un ministère de la réconciliation nationale. Il a par ailleurs appelé l'ensemble des partis politiques à œuvrer ensemble pour décrisper le climat politique très tendu dans le pays. Le président ivoirien n'a toutefois pas fait cas des prisonniers et exilés politiques dans son discours. Pour rappel, la cérémonie d'investiture s'est tenue en présence de plusieurs chefs d'État, dont le chef de l'État Macky Sall. Il y avait également Nana Akufo-Addo du Ghana, Sassou Nguesso du Congo, Roch Kaboré du Burkina Faso, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau a également pris part à cette cérémonie de prestation de serment, ainsi que Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie. Dans nos prochaines éditions, nous aurons la correspondance de notre correspondant permanent à Abidjan, Justin Assalé. Toujours sur l'international, le Soudan est officiellement retiré de la liste noire américaine sur le terrorisme selon le secrétaire d'État des États-Unis Mike Pompeo. Le Soudan figurait depuis 1993 sur cette liste, une mesure censée ouvrir la voie aux investissements étrangers pour relancer une économie en souffrance. Après la certification des résultats électoraux dans chaque État, sauf dans le Wisconsin, c'est au tour de 538 grands électeurs composant le collège électoral de procéder aujourd'hui au vote permettant d'élire le prochain président américain. Ce rendez-vous clé dans le processus électoral des États-Unis devrait sceller la victoire de Joe Biden, mais un dernier rebondissement n'est pas à exclure. Si aucun membre du Congrès ne s'y oppose pas par écrit, le Sénat certifie l'élection du président et du vice-président, mais certains alliés de Donald Trump, comme le sénateur républicain de l'Alabama, Mo Brooks, ont indiqué leur intention de contester le décompte des voix électorales. L'Azerbaïdjan a annoncé ce lundi le début du processus d'échange de prisonniers avec l'Arménie, plus d'un mois après l'accord ayant mis fin à 6 semaines de combats meurtriers entre les deux pays pour le contrôle du Nagorno-Karabakh. Et nous nous retournons à Abidjan pour y retrouver Justin Assalé qui va nous parler de la cérémonie de prestation de serment de Alassane Dramane Ouattara. Dans son discours d'investiture ce lundi à la mi-journée, le président Alassane Ouattara a annoncé la création d'un ministère de la réconciliation nationale tout en occultant plusieurs sujets d'ordre politique.
Il n'a nullement fait cas des prisonniers politiques et militaires, de la crise post-électorale de 2010-2011, de la dernière crise issue de l'élection présidentielle du 31 octobre ou encore du retour des exilés politiques. Cependant, il compte renforcer la cohésion sociale et conduire la destinée de la Côte d'Ivoire vers le développement et le mieux-être de la population. Le président Alassane Ouattara a donc instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko à prendre langue avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la commission électorale indépendante dans la perspective des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021. Il a donc invité l'ensemble des partis politiques à saisir cette opportunité. J'invite donc l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique par le dialogue afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. Rappelons qu'Alassane Ouattara a été élu pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire le 31 octobre dernier, une élection que ne reconnaît toujours pas l'opposition malgré la levée de son mot d'ordre des désobéissances civiles et son appel à une grande marche pour la paix. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. L'Office national de la formation professionnelle, l'ONFP, vient de valider le référentiel du titre professionnel de fabricant de machines de transformation des céréales locales. La secrétaire générale de l'ONFP, Ndeye Fall Ndiaye, revient sur la pertinence d'un tel référentiel. La souveraineté alimentaire ne peut être assurée que si la chaîne de valeur est maîtrisée. Donc c'est vrai que nous avons de vaillants agriculteurs qui sont là et qui produisent régulièrement. Il est nécessaire dans le domaine de céréales locales qui est prisé au Sénégal d'assurer la transformation. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait marquer un coup et élaborer un titre selon les normes de l'approche par les compétences, mettre ça en vigueur pour former les Sénégalais dans la fabrication de machines de transformation de céréales locales. Nous visons toujours la professionnalisation des travailleurs par le renforcement de capacités, mais surtout par la qualification. Ibrahim Diop, spécialiste en conception et fabrication d'équipements de transformation agroalimentaire, salue l'initiative. Selon lui, ce référentiel va permettre une standardisation des équipements. On voit que sur le terrain, il y a une diversité de machines. Pour un même produit, il n'y a pas de standardisation des machines au niveau du pays. Et ceci peut causer des dommages pour les utilisateurs potentiels. Donc le fait que l'ONFP ait cette idée de concevoir des référentiels de formation pour la fabrication du matériel de transformation agroalimentaire, c'est à saluer. Et ça permet effectivement de donner une valeur ajoutée au métier de transformation des céréales locales. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour pouvoir construire justement ces machines localement? Tous les matériels dont on a besoin sont disponibles au niveau local. Ce sont les commandeurs de profilés, les tôles, les cornières, les fers à huile, etc. Actuellement, au plan national, il n'y a pas d'importation de moulins à mil et de côté parce que les artisans sénégalais commencent à maîtriser comment fabriquer les moulins à mil et les décotisés à mil. Même les batteuses de céréales, mil, maïs, sorgho, ou les batteuses à riz au niveau nord, c'est maîtrisé par des artisans. Mais quand même, il faut aller beaucoup plus et standardiser le produit. Parce que d'un artisan à un autre, il y a une différence entre soit le coût de fabrication ou bien la manière de faire. Mais au finish, l'utilisateur principal, il trouve son compte. Je pense qu'effectivement, le fait de standardiser, ça peut contribuer à permettre l'interchangeabilité des pièces d'une région à une autre. Il y a des matériaux qui sont importés, mais qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Il y a des moulins, les gens l'utilisent pendant 6 mois, on les jette. Si vous avez l'occasion d'aller faire un tour au niveau de Rossbecque, il y a un cimetière de machines qui sont importées. Parce que ces machines ne sont pas adaptées aux réalités locales. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan
18h29 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le mouvement d'humeur des syndicats d'enseignants suivi à la lettre à Rufisque. Les enseignants réclament leurs indemnités alors que chez les parents d'élèves, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé. Ils ont des craintes par rapport au quantum horaire. Mouvement de grève dans l'espace scolaire au moment où le protocole sanitaire n'est pas suivi à la lettre dans beaucoup d'établissements, constate amèrement le QSEMS qui avait tiré la sonnette d'alarme, rappelle son secrétaire général Abdoulaye Ndoye qui a réagi dans ce 18h. La Covid-19 qui poursuit sa propagation, 71 nouveaux malades recensés ce lundi, 21 cas graves en réanimation, un décès déploré et 636 patients encore sous traitement dans les centres de traitement. 80% des travaux d'infrastructure ont été réalisés à Yoff dans le cadre du programme Promoville, assurance du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Samba Ndiobenka déplore par ailleurs les retards relevés dans la livraison des infrastructures et presse les entreprises en charge du projet à accélérer la cadence. Vous avez eu sa réaction dans ce 18h. Un ministère en charge de la réconciliation, l'idée agitée par Alassane Dramane Ouattara, nouvellement installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Il invite la classe politique ivoirienne à œuvrer pour la décrispation du climat délétère donc au pays de Nana Houphouët-Boigny. Info Éco à l'instant a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis à 19h, retrouvez le desk sport de Sen Radio, en l'occurrence Elhadj Malick Ndiaye et Elhadj Pape Ibrahima Dieng pour Rétro Sport. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.